telle richesse au niveau des interactions à l'international. C'est stimulant, très stimulant. On est vraiment constamment à la recherche de qu'est-ce qui se fait de mieux dans les bonnes pratiques. Et pour le côté managérial, c'est une belle expérience de pouvoir monter quelque chose comme ça, dans une organisation avec beaucoup de volontaires, et de faire que toutes ces personnes travaillent autour du même but. Pour moi, c'est super intéressant. Et on rencontre des gens, mais complètement incroyables. Je m'appelle Jean-Christophe Barthe-Coularé, j'ai 47 ans, je suis allemand et français et je vis en Suisse depuis 2009. L'une de mes casquettes, c'est que je suis directeur exécutif d'une ONG qui fait des partenariats publics-privés, qui est un petit peu the voice of the PPP industry, comme j'aime dire. À côté de ça, je suis médiateur commercial, et donc je fais uniquement des différends entre entités, donc intra-entreprise ou inter-entreprise. Intra, c'est quand il y a des différends au sein de l'entreprise, et inter-entreprise, c'est entre différentes entités et organisations. Je suis administrateur indépendant. Donc j'ai fait le High School Diploma aux États-Unis, suivi du Abitur, la Allgemeine Hochschulreife, qui est l'équivalent du baccalauréat. Ensuite, j'ai fait le service militaire qui était obligatoire encore à l'époque, à la brigade franco-allemande, au bataillon commandement et de soutien, qui était vraiment binational et franco-allemand. J'ai fait un apprentissage bancaire, une Bankausbildung à la Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale, suivi des études de droit à Strasbourg, au centre juridique franco-allemand à Saarbrücken, à l'université de Lausanne, et puis au Graduate Institute à Genève et à l'université de Tübingen. Donc j'ai couvert 3 pays en Europe pour mes études de droit, où j'ai beaucoup approfondi mes connaissances sur tout ce qui était dispute resolution, qui m'accompagne encore aujourd'hui. Sans doute pour 2 raisons. L'une, c'est une matière extrêmement intéressante qui permet vraiment de faire tout. C'est très universel comme science. Ce qui est beau, c'est qu'on apprend à avoir une pensée analytique. Et je pense que j'avais aussi un petit peu des prédispositions, parce qu'on ne peut pas être juriste et avocat. Et donc, voilà. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, comme on dit en Allemagne. Hein. Quand on se voit un petit peu comme world citizen, d'être figé sur une jurisdiction, c'est assez contraignant parfois, hein, mais c'est pour ça que j'ai toujours choisi des matières qui fonctionnaient un petit peu dans le transnational, le droit de la concurrence européen, mais aussi tout ce qui est aujourd'hui partenariat public-privé. On est dans les pays en voie de développement à faire des partenariats public-privé qui soient axés sur les personnes et puis sur les objectifs de développement durable. Tout ça, ce sont des choses qui fonctionnent à l'international. Et j'en suis assez content, parce que la médiation aussi, c'est un outil pour faciliter la communication de très haute qualité entre parties qui sont différentes l'une avec l'autre. J'ai commencé à travailler chez Bombardier, un groupe canadien qui à l'époque faisait des avions et des trains. Les actifs de Bombardier Transportation viennent d'être rachetés par Alstom Rail, et c'était un très beau projet. J'étais sur le Twindex Swiss Express, un très beau produit, très complexe, projet de très longue durée, avec un tas de challenges d'exécution, et je pense que c'est sur ces projets qu'on apprend le plus, surtout quand c'est un projet qui est multi-business unit, multi-pays, avec une complexité dans le setup assez remarquable. J'étais juriste payé à temps complet pour travailler sur le project management, tout le côté contractuel, négociation des avenants au contrat avec des centaines de fournisseurs, mais aussi avec le client. Et c'était cette relation qui était la plus difficile, je pense, à bien balancer, parce qu'un client très exigeant, les chemins de fer fédéraux suisses, hein, mais du très beau produit, une vraie innovation sur le fond, mais aussi beaucoup
difficultés dans le day-to-day pour gérer quand même plus de 200 variation orders en moins de 2 ans. C'est pas tous les jours que ça se produit et puis voilà, c'est là qu'on apprend le plus. Avant, j'avais fait de nombreuses expériences, mais pas dans des rôles permanents. J'avais travaillé dans l'industrie, par exemple chez SKL Carbon, qui est le leader mondial pour la production du graphite, les électrodes de graphite pour aussi fondre le métal. Donc une entreprise très très intéressante qui travaillait à l'époque, le carbone n'était pas encore vraiment mainstream. Aujourd'hui, on s'en sert beaucoup plus aussi pour alléger les substances, les produits. Donc, très belle société. Travaille beaucoup dans les banques aussi, dans le compliance, chez Citibank. Comme j'avais fait un apprentissage bancaire, j'avais l'avantage que, étant étudiant en droit, j'arrivais à me faire payer mes stages. C'était assez particulier parce que sinon, c'est très difficile comme juriste, quand on n'a pas encore tous les diplômes et qu'on n'est pas encore avocat, de se faire rémunérer pour ce travail, mais ça me permettait de naviguer à la fois sur le côté droit bancaire et puis la matière plus opérationnelle, Know Your Customer Policy, Anti-Money Laundering, etc. Et ça m'a permis aussi de rentrer dans le programme mondial pour la lutte contre le blanchiment des capitaux aux Nations Unies à Vienne, dans le United Nations Office on Drug Control and Crime Prevention, qui m'a permis aussi de faire la connaissance plus tard de mon épouse. Alors j'avais déjà une belle expérience professionnelle et d'ailleurs le programme Executive MBA, ESSEC et Mannheim que j'ai choisi pour faire mon Executive MBA demande une expérience de leadership. Donc il faut avoir été dans des rôles où on a eu à gérer du personnel. Et dans ce programme particulièrement, ce qui est demandé, c'était cette dimension aussi entrepreneuriale. Et c'est ce que je trouvais très intéressant parce que, ayant eu une belle progression en entreprise, je pensais que le Executive MBA allait me permettre de me poser et puis d'avoir plus de légitimité dans les rôles de direction auxquels j'aspirais assez naturellement. Et puis ce que j'ai découvert pendant le Executive MBA, c'était que j'avais cette tendance naturelle et ce besoin d'avoir une bonne gouvernance autour de moi. Donc j'ai vraiment développé et découvert ça pour moi pendant cette phase d'1 an et demi où on était toujours entre deux campus. On a le CNIT, où il y a le Executive Education de l'ESSEC, et puis il y a le Palais de Mannheim, qui est la business school de référence en Allemagne. C'est un petit peu, on l'appelle le petit Harvard allemand. Et puis c'est un très beau programme qui avait à l'époque une dizaine d'années. Et le château de Mannheim apparemment a une fenêtre de plus que Versailles. Je venais de sortir d'un rôle de juriste d'entreprise et médiateur chez les CFF, parce qu'après avoir travaillé chez Bombardier, j'ai travaillé dans la division infrastructure, donc qui construit toutes les gares, les assainissements de passage à niveau, des nouveaux projets. Enfin, l'infrastructure, c'est essentiel pour faire bouger les masses. Qu'est-ce qui a fait que j'ai fait le Executive MBA à ce moment-là? C'était cette envie de me propulser, forcément après souvent des petits accidents de carrière comme ça, on se pose des questions. Voilà, j'ai entre 35 ans et 45 ans, qu'est-ce que je vais faire les 20 prochaines années de ma vie? Mais j'avais toujours cette envie d'avoir une formation un petit peu plus générale, parce que comme juriste, on est enfin assez spécialisé, et on n'a pas naturellement cette possibilité de monter dans la food chain, comme on dit. Et donc j'ai trouvé ça une belle possibilité de rencontrer d'autres personnes qui avaient des backgrounds très très différents. J'étais un juriste parmi plein d'autres différents corps de métier, mais c'est de ces expériences riches qu'on apprend, je pense aussi. Et pour moi, ça m'a aidé à non seulement tester ma résilience, parce qu'on travaille encore à côté, c'est part-time, et puis on a une famille, et puis on a des projets, et on a toute la charge de travail de ce programme Executive MBA qui dure quand même 18 mois, où on est apporté à voyager pas mal. Alors j'ai choisi ce format modulaire parce que ça me permettait de rester quand même 6 semaines avec la famille,
ensuite repartir pour une semaine entière, mais je pouvais me concentrer vraiment là-dessus. Tandis que quand on prend le programme Weekend Track, c'est toutes les 2 semaines, il faut être vraiment sur place, et moi j'étais pas sur place. Venir de Suisse chaque fois à Paris ou bien à Mannheim, c'est quand même une certaine logistique, si j'ose dire. Et à côté de ça, on avait des résidences à Singapour et à Shanghai, ainsi qu'à New York. Après cette expérience assez enrichissante du Executive MBA, j'ai développé ma propre activité dans les partenariats public-privé qui a mené à cette création de l'ONG qui s'appelle aujourd'hui World Association of PPP Units and Professionals, qui a démarré en 2018 et aujourd'hui constitue le plus grand réseau de professionnels du partenariat public-privé dans le monde. Alors, une organisation non gouvernementale à fort impact se traduit par des mesures où on noue des partenariats, on aide à faire du capacity building, on aide à vraiment partager des bonnes pratiques dans la façon dont on structure des appels d'offres de partenariat public-privé dans l'infrastructure, infrastructure sociale ou infrastructure physique. Et moi, ça me permet d'apporter mes compétences en matière de gouvernance et en matière aussi de comment éviter des conflits. Il faut beaucoup de très bonne qualité de communication entre des acteurs du public et du privé pour s'assurer qu'ils arrivent à développer et à mener à bien des projets sur le long terme. Et avec ça, il y a toute cette accélération maintenant de la digitalisation avec la pandémie. Et aujourd'hui, loss of biodiversity, donc le changement climatique est un énorme facteur. On ne peut plus construire des infrastructures comme on le faisait il y a peut-être 20 ans. Aujourd'hui, il faut prendre en compte les nécessités climatiques. Si d'ici 20 ans, le climat va augmenter de quelques degrés, ça fait des grands changements pour les matériaux qu'on utilise, mais aussi pour les utilisateurs. Comment on peut les impliquer déjà dans ce processus de planification, mais aussi d'exécution de ce projet, parce qu'une fois que c'est en opération, c'est difficile de faire des changements. Mais il faut prévoir qu'il y a des adaptations, qu'il y a de l'évolution technologique aussi. Le blockchain, par exemple, qui va apporter de la confiance, où il y a très peu de confiance dans les marchés. Les financements un peu plus créatifs, parce qu'aujourd'hui, forcément, avec les caisses publiques très tendues, c'est très difficile d'aller chercher les fonds pour aller financer des infrastructures publiques, et donc le secteur public a besoin de financement privé, et c'est ce qu'on appelle toute cette dimension de blended finance, sustainable finance. Il y a beaucoup qui se passe en ce moment sur ce créneau. On est une petite ONG encore de la place de la Genève internationale, mais avec une très belle dynamique. Au fait, ça a été amorcé sur l'idée qu'il y avait un besoin de créer un réseau entre PPP professionals. Il y avait au sein des Nations Unies un team of specialists qui se rencontrait 2 fois par année. Mais au-delà, je trouvais qu'il y avait un besoin de créer du lien. Il y avait très peu d'entre gens et puis de possibilités de réaliser des projets concrets ensemble. Or, il se trouve qu'il y a un besoin énorme dans le monde pour des infrastructures faites en partenariat avec le secteur privé. La réputation en Europe n'est pas la meilleure parce que tout le monde n'a pas su adopter la logique de la gestion déléguée comme la France le fait depuis des centaines d'années. Le canal de Craponne, c'était les premiers projets où on avait des financements privés pour réaliser des infrastructures à l'époque encore royales ou bien le public, dans l'intérêt général. Mais ce qui est important, c'est vraiment le maintien de cet équilibre économique. Et il se trouve qu'au UK, il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits. Ça s'appelait d'abord Private Finance Initiative, le PFI. Sous les années Blair, ça s'est appelé ensuite Public-Private Partnership. Mais c'était un government-paid model. Et ça a mené des renégociations, c'était pas très populaire. Et donc aujourd'hui, ça se pratique pratiquement plus.
n'empêche qu'il y a beaucoup de vertus à faire des travaux et des projets avec le secteur privé. Non seulement parce que ça incite à l'innovation, il y a des évolutions technologiques. Quand c'est le secteur privé qui gère, il a une gestion souvent plus efficace de ses ressources. Hein. On est un peu bootstrapped, on veut la réussite commerciale aussi du projet, donc on va mener à bien des projets. Et c'est là toute la magie de faire fonctionner des partenariats publics-privés de façon meilleure, plus durable, plus résiliente aujourd'hui. Et le secteur privé a des solutions à apporter. D'ailleurs, quand on regarde un appel d'offres classique, où l'État va acheter, je sais pas, un nouveau pont, une nouvelle voie de chemin de fer, des nouveaux hôpitaux, il y a beaucoup d'infrastructures sociales aussi, qui aujourd'hui sont financées avec l'aide et le concours du secteur privé, notamment des pays à voie de développement, les low and middle income countries. Et là, il y a souvent un manque de compétences dans l'unité partenariat public-privé parce qu'il y a beaucoup de changements. Dès que les gens sont formés, ils passent à autre chose. Donc, c'est pas facile. Et il y a aussi un besoin, je pense, d'aller sensibiliser les dirigeants. Les personnes qui prennent les décisions sur le plan politique, souvent ont des attentes, mais ne savent pas comment les articuler et les mettre en œuvre. Et surtout, il y a deux grandes dimensions qu'il faut réconcilier. L'une, c'est la réalité des échéances politiques et celle d'une échéance de projet à partenariat public-privé. Souvent, c'est des projets qui durent 25 ans, 30 ans. Alors, comment on peut s'assurer qu'il y ait vraiment une fonctionnalité et puis une mise en œuvre qui soit le plus harmonieux possible sur la longue durée? Il faut avoir une approche, une posture de partnership, vraiment un partnering approach. Il faut mettre beaucoup de dispute avoidance, hein, je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est les termes que j'utilise. Comment éviter les conflits, faire qu'il y ait des chartes qui soient mises en place pour qu'on ait vraiment un special purpose vehicle qui arrive à non seulement proposer de la valeur, mais à la délivrer à la fin de la journée. Et c'est là tout le challenge, comment créer des partenariats publics-privés plus durables et en sorte beaucoup mieux pour la civilisation, en prenant en compte tous les stakeholders qui font partie de ce processus. Ça dépend vraiment des phases. Hein. Là, il y a 2 semaines, on a eu le congrès annuel avec 1000 personnes, 150 speakers. Ça faisait beaucoup à coordonner, des changements aussi de dernière minute un petit peu, mais en même temps très gratifiant quand on voit qu'on arrive à réunir des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se parler et de les pousser dans la bonne direction, d'influencer un petit peu le discours. On appelle ça advocacy et influencing, et donc c'est bien quand on arrive à les réunir. Le thème cette année c'était PPPs for COP27 and beyond. Donc c'est très parlant, c'est super chaud comme thème, et il y a un réel besoin par les gens de United Nations Climate Change qui ont créé ce forum où les Nations Unies rapportent tous les différents stakeholders. Et si d'un autre côté on arrive à les faire plus de partenariats publics-privés parce qu'il y a ces contraintes avec les finances publiques qui sont extrêmement exacerbées aussi avec la pandémie et aujourd'hui la crise de logistique, hein, crise alimentaire, crisis of cost of living, loss of biodiversity, ça c'est le plus grand danger je pense, parce que s'il n'y a plus la diversité qu'on a aujourd'hui, à quoi bon encore de planifier quoi que ce soit. Donc il faut vraiment faire les choses en phase avec les besoins de la nature, les océans. Voilà. Donc c'est extrêmement important qu'on fasse les choses au niveau infrastructure de façon plus posée. Voilà. Just Transition, ça s'appelle. Alors, oui, toute ONG a besoin de se rémunérer forcément pour pouvoir ensuite payer pour le travail qui est fait. Au début, je dirais c'est un challenge parce qu'on n'a pas une source où aller pour se financer. Souvent, les recettes qu'on prend par les membership fees, hein, les membership dues, donc les cotisations des membres, pour utiliser le terme français,
sont insuffisantes pour payer plus que ce qu'on a besoin pour faire tourner l'organisation. Après, il faut chercher des soutiens par du sponsoring. Là, on a commencé à faire des gros événements. Donc, c'est seulement possible avec des moyens qui viennent par des contributions en monnaie ou bien, comment dire, contribution in kind and contribution in money. Et au-delà de ça, pour avoir vraiment après un socle, pour bien faire tourner le tout, il faut envisager du funding qui devrait venir après par des organismes qui font de l'aide au développement bilatéral. Pas le multilatéral, parce que souvent c'est earmarked, comme on dit, donc des funding streams qui vont à une organisation internationale. Et les organisations internationales n'ont pas vocation à faire du institution building. Mais les structures d'aide au développement bilatérales, donc des pays qui aident spécifiquement à monter des programmes dans certains pays, elles sont très intéressées à fortifier leur impact, par exemple avec du travail comme on le fait avec WAP. Je ne me suis pas encore posé cette question, mais je dois dire que c'est extrêmement riche en ce moment. Je ne peux pas m'imaginer vraiment de faire quelque chose de très différent. Il faut vraiment que ce soit similaire parce qu'on a une telle richesse au niveau des interactions à l'international. C'est stimulant, très stimulant. On est vraiment constamment à la recherche de qu'est-ce qui se fait de mieux dans les bonnes pratiques. Et pour le côté managérial, c'est une belle expérience de pouvoir monter quelque chose comme ça, dans une organisation avec beaucoup de volontaires et de faire que toutes ces personnes travaillent autour du même but. Je pense que c'est un défi encore bien plus grand que quand on a le stimuli important quand même, uniquement le cash ou bien les perspectives professionnelles. Donc là, on a vraiment un ensemble encore un peu plus... comment dire, comment réconcilier le purpose driven avec la perspective professionnelle. Pour moi, c'est super intéressant et on rencontre des gens mais complètement incroyables. Alors s'il y a une chose que j'aimerais bien leur recommander de faire, c'est de se former à la communication de très haute qualité. La médiation, donc la négociation basée sur les intérêts est très important. Et je peux vous donner des exemples concrets. J'ai été amené à travailler avec des équipes multicompétences, multiculturelles, qu'on ne choisit souvent pas, mais en apportant ces soft skills qui aujourd'hui sont considérés soft skills. Moi, je pense que dans le futur, ce seront les hard skills du futur. Parce que si on a cette aptitude, ça peut fonctionner dans toutes les circonstances, dans tous les environnements professionnels. Rester curieux, rester intéressé, remettre en cause un petit peu le statu quo pour ne pas être dans cette routinisation, mais revoir certains processus. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit « ça a toujours été comme ça, on ne va pas changer ». Ce n'est pas pour ça qu'il faut admettre que ça restera toujours comme ça. Donc, oser aussi remettre en question certains principes, challenger la stratégie. Si on vous convainc, tant mieux. Mais dans un environnement où il n'y a pas cette liberté de pouvoir s'exprimer et de mettre en question des choses, c'est le déclin, c'est la décadence, c'est de la complaisance. Et je pense que ça, c'est très important de pouvoir être ouvert par rapport à ces choses. Quand on ne l'admet pas, c'est souvent un environnement qui a peur, où il y a de la toxicité, et ce n'est pas un environnement sain sur le long terme, et ce n'est pas bon pour la performance non plus de la motivation des employés.